Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clap dans les Alpes. Aujourd'hui, un format tout nouveau, le Géopoclap. On va parler de cinéma et de géopolitique. Et pour ce premier épisode, et d'ailleurs pour tous les autres suivants dans ce format, je serai accompagné de mon compère Hugo Sanchez qui s'occupe des news. Ensemble, on va parler d'un film devenu culte, Lord of War. Comment tu vas, Hugo ? Bonjour, très bien toi. Mais moi, ça va toujours très bien. Alors, on a décidé de lancer ce concept ensemble, tu es bien d'accord avec moi ? Oui, Il y a quelques temps, parce que tu me parlais que tu étais passionné de... géopolitique. Alors, comment tu es devenu passionné du géopolitique ? Eh bien, depuis tout petit, je regarde beaucoup l'actualité. Je me rappelle par exemple que chez mes dessins grands-parents, j'avais l'habitude, à 20h, d'être dans leur lit et de regarder le journal télévisé. À 4 ans, je disais déjà que je voulais devenir journaliste. Bon, bah, ça ne s'est pas fait. Mais Bah, tu le fais un petit peu aujourd'hui, oui, dans cet épisode. Alors, on a décidé de parler d'un film qui s'appelle Lord of War, de Andrew Niccol, avec Oui. Nicolas Cage, Jared Leto et Ethan Hawke. Alors, ce film, tu l'as regardé il y a quelques jours avant Hier d'enregistrer. Voilà. Au moment où on enregistre cet épisode, tu as regardé le film hier. Pour les gens qui écouteront cet épisode, ça sera quelques semaines après. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? il est très bien. Je l'ai écouté en anglais, alors ça m'a permis d'avoir le ton original. Et je trouve qu'il est très bien. Le scénario est bien ficelé, je trouve. Je sais pas les termes de cinéma, moi. C'est pas ma passion de base. Mais en tout cas, le scénario bien ficelé, c'est très dynamique, ça va très vite. Les scènes s'enchaînent les unes derrière les autres, n'a pas de longueur. Voilà, mais je ne sais pas quoi dire de plus. Mais c'est déjà très bien ce que tu nous racontes. De toute façon, toi, ta partie dans cet épisode, sachez, chers auditeurs et auditrices, que Hugo vous fera plutôt une analyse de la géopolitique en lien avec le film qu'on regarde. Et là, on parlera plutôt du trafic d'armes dans le monde. Alors, Lord of War, un film porté par Nicolas Cage, fascinant, cynique, parfois presque drôle, mais surtout profondément inquiétant. Parce que derrière son humour noir et son énergie de thriller, Lord of War raconte quelque chose de très réel. Comment les armes circulent dans le monde, comment les guerres deviennent des marchés, et comment certains hommes peuvent parfois devenir plus puissants que des États eux-mêmes. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ce film dépasse largement le simple divertissement. Alors, avant de répondre à certaines questions, ce qui est génial avec Lord of War, c'est qu'il prend un sujet extrêmement complexe, le commerce international des armes, Oui, et qui le rend presque normal. Le génie du film, c'est de nous faire suivre Yuri Orlov comme un businessman classique, un entrepreneur, un mec qui veut réussir. Il ne vend pas de drogue, il ne commet presque jamais les violences lui-même, il vend simplement des armes. Et c'est justement ça qui le rend terrifiant. Yuri est le produit parfait du capitalisme mondialisé. Il est intelligent, il est opportuniste et il s'adapte. Il comprend avant tout le monde que la guerre est aussi un marché. Dans son esprit, les conflits créent une demande et lui apportent l'offre. On se rend compte qu'en fait, le trafic de l'arme, c'est avant tout de l'économie. Le film montre alors quelque chose d'assez glaçant. Derrière les idéologies, derrière les discours politiques et derrière les révolutions ou les guerres civiles, il y a aussi, comme je le disais à l'instant, des réseaux économiques gigantesques. Et ce qui rend le film encore plus fort par-dessus tout, c'est qu'il repose sur une vraie réalité historique. Après la chute de l'Union soviétique, des quantités astronomiques d'armes soviétiques se sont retrouvées dispersées dans le monde. Des stocks entiers ont alimenté des guerres civiles africaines, des dictatures, des milices, des groupes terroristes ou encore des cartels. Et le personnage de Yuri Orlov est d'ailleurs largement inspiré de Vector Bout, surnommé le marchand d'armes. Enfin, le marchand de mort, excusez-moi. Un homme devenu célèbre pour avoir fourni des armes dans plusieurs zones de conflit à travers le monde. Et c'est là que le cinéma il est assez passionnant. C'est qu'Andrew Niccol ne réalise pas un documentaire froid et académique, il transforme la géopolitique en thriller ultra accessible, avec du rythme, de l'humour noir, une mise en scène élégante, mais sans jamais retirer le malaise. Voilà, ce n'est pas seulement un thriller culte des années 2000, c'est un film qui utilise le cinéma pour parler du vrai monde. Mais justement, parlons du vrai monde,
Et je vais laisser la place à Hugo qui va nous parler de la géopolitique dans ce film. Quel est son rapport avec le monde actuel ou le monde d'avant? Ce film reste d'actualité parce qu'il montre que la guerre n'est pas seulement militaire, mais aussi un système économique et politique mondial. Et aujourd'hui encore, avec le commerce des armes et des conflits comme en Ukraine, on retrouve ces mêmes logiques de circulation d'État et de réseau. Lord of War montre quelque chose d'assez intéressant. Le trafic d'armes n'est pas seulement une affaire criminelle isolée, mais un phénomène qui s'inscrit dans des dynamiques économiques et géopolitiques beaucoup plus larges. Quand on parle de commerce des armes, il faut déjà rappeler qu'une grande partie des échanges est légale et encadrée par les États. Les gouvernements autorisent certaines exportations, signent des accords de défense et participent eux-mêmes à des ventes d'armement. On le voit avec la guerre en Ukraine, on y reviendra. Le commerce international des armes fonctionne donc en partie comme un marché officiel. Mais à côté de ce cadre légal, il existe aussi des circuits plus opaques, reventes intermédiaires, détournements ou trafic illicite. Et c'est justement cette zone grise que le film met en avant. Selon le Stockholm International Peace Research Institute, le transfert d'armes dans le monde repose sur des réseaux internationaux complexes mêlant États, entreprises et acteurs privés. Le film permet aussi de comprendre que la mondialisation joue un rôle important dans cette dynamique. Les armes circulent via des réseaux logistiques internationaux, transports maritimes, aériens, intermédiaires commerciaux. Ce qui signifie qu'un conflit local peut être lié à des flux venant de plusieurs régions du monde. Ainsi, après la fin de l'Union soviétique en 1991, avec la dissolution de l'URSS, plusieurs analyses ont souligné que d'importants stocks militaires issus de la période soviétique allaient continuer à circuler dans différents contextes régionaux. Sur le plan international, les Nations Unies ont mis en place le Arms Trade Treaty porté par l'Office des Nations Unies pour les affaires de désarmement, United Nations Office for Disarmament OCS. Ce traité vise à établir des règles communes pour le commerce international des armes conventionnelles et à limiter les trafics illicites. Enfin, les conflits récents montrent que ces questions restent très actuelles. Depuis 2022, la guerre en Ukraine repose aussi sur des systèmes internationaux d'approvisionnement et d'aide militaire impliquant de nombreux États occidentaux. Selon Kiel Institute, l'aide occidentale de tous les pays occidentaux exactement se chiffre en plusieurs centaines de milliards d'euros depuis le début du conflit du 24 février 2022. Au final, le film montre surtout que le trafic et la circulation des armes ne peuvent pas être compris uniquement à travers la criminalité. Ils s'inscrivent dans des systèmes internationaux où se mènent économie, stratégie, diplomatie et rapports de puissance. Eh ben, c'est une magnifique analyse que tu nous fais là. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à cette analyse politique? Peut-être répondre à des questions. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. Alors, si tout le monde profite du système, c'est qui est réellement coupable? À ton avis? Mais si tout le monde profite du système, eh bien, le coupable, je pense pas qu'il en ait un. Est-ce que ce serait pas le système lui-même qui deviendrait coupable? En tout cas, ce n'est pas un État ou une organisation internationale. On est d'accord. Alors,
comment le cinéma, pour toi, peut-il parler de géopolitique? Eh bien, prenons des sujets très actuels. On pourrait voir dans quelques années un documentaire ou même un film historique sur la guerre en Ukraine. Et puis, je pense très certainement que depuis l'effondrement de l'Union soviétique, il a dû y avoir des films qui ont été diffusés là-dessus. Ou même, il y a eu des films sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, le cinéma peut très bien rejoindre des sujets très actuels, notamment quelques jours après le 8 mai. Et alors pourquoi le trafic d'armes reste un enjeu mondial majeur? Tout simplement parce que le trafic d'armes, par définition, est illégal. Sinon, ce ne serait pas un trafic. Ce trafic, il est aussi organisé par des États qui nous revendent discrètement des armes. La Russie en est un exemple parfait qui a envoyé des armes, notamment au Soudan, ces dernières années, dans la guerre civile qui ravage le pays depuis que deux généraux se disputent le pouvoir. Oui, donc en fait, le trafic d'armes, le film le montre très bien, Lord of War le montre très bien, c'est avant tout une question d'économie. C'est un jeu de partenariat, un jeu d'économie, et c'est clairement de la politique. Oui. Et penses-tu que le film qui est sorti il y a déjà plusieurs années est encore d'actualité aujourd'hui? Clairement, parce que le trafic d'armes ne s'est pas arrêté depuis. Ah non, ça c'est clair. Film. Bon bah, je pense qu'on arrive à la fin de cette petite capsule, de ce petit nouveau volume, nouveau projet dans le Clap dans les Alpes. Est-ce que tu as un mot de la fin, Hugo? Tu m'as pas dit d'en préparer. Non, c'est vrai que je t'ai pas dit d'en préparer. Donc, Est-ce que tu as quelque chose à dire aux auditeurs et auditrices? Eh bien, je suis très content de lancer ce concept pour pouvoir partager ma passion avec des gens. Eh bah écoute, j'espère que ça plaira aux gens qui nous écoutent. Et sachez, personnes qui nous écoutent, chers auditeurs et auditrices, que, voilà, comme vous le savez, Hugo fait de son mieux pour articuler ses textes, ou même quand je lui pose des questions. Voilà. Sachez que les textes d'Hugo sont souvent préparés à l'avance. C'est simple, c'est plus simple pour lui. Donc je demande beaucoup d'indulgence. Si vous ne comprenez pas par moment, vous avez juste à mettre les sous-titres. Et normalement, vous comprendrez tout ce qu'il vous raconte. Encore faut-il que les sous-titres soient fiables. Voilà. Écoutez, de toute manière, de toute façon, le plus important, c'est que vous sentez aussi comment ça se passe dans notre duo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, moi, je suis très content aussi de lancer ce nouveau concept avec toi, Hugo. Ça permet de varier un petit peu ce qu'on fait sur le Clap Savoyard et dans le Clap dans les Alpes. Ça se complétera bien avec les futures activités que la page fera certainement dans les jours et semaines et mois à venir. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça aide toujours pour le référencement. Comme Hugo le dit si bien, toujours des commentaires bienveillants. Vous pouvez très bien ne pas avoir aimé l'épisode et ça on vous en voudra pas du tout. Mais toujours un commentaire bienveillant, ça permettra à moi-même, à Hugo et à notre manière de travailler, de trouver des solutions pour s'améliorer s'il y a des choses à améliorer. Cet épisode, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Amazon, Deezer, Apple Podcast, Spotify, également sur YouTube. Voilà, on se dit à la prochaine. C'était Hugo et Hugo. Ciao, ciao. Ciao.